L'État versera 1 milliard de francs pour aider au rapprochement Peugeot-Citroën et 450 millions pour le rapprochement Berlier-Saviem. Satisfaction des milieux industriels après la visite du Premier ministre en Irak. Les accords industriels porteraient sur près de 30 milliards de francs. Les ministres des Affaires étrangères des 9 ont terminé la préparation du sommet de Paris qui se tiendra les 9 et 10 décembre. La date limite d'achat de la vignette automobile est reportée au 9 décembre. Certains buralistes refuseront peut-être de la vendre jusqu'à cette date, mais on pourra la trouver dans les perceptions. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'État a donc fait connaître ce matin le prix qu'il attache à la réorganisation de l'industrie automobile française. Les contribuables verseront dans la corbeille du mariage de raison Peugeot-Citroën 1 milliard de francs. La dot de Citroën devra être remboursée au bout de 5 ans. Elle portera intérêt au taux de 9,75%. Quant à la régie Renault, elle reçoit 450 millions de francs de façon que Saviem puisse prendre le contrôle de Berlier. Le président de la République a fait une déclaration ce matin à ce sujet. Pour M. Giscard d'Estaing, ces décisions dotent notre industrie de véhicules légers et de poids lourds, de structures de production, lui permettant d'aborder dans de meilleures conditions la période de compétition plus sévère qui s'est ouverte. Ainsi pourront être mieux défendus l'activité et l'emploi. Grâce à cette réorganisation, dit M. Giscard d'Estaing, la France disposera de 2 grands groupes industriels, l'un de caractère public, l'autre de caractère privé. Ainsi sera maintenu le caractère hautement national de l'industrie automobile en France. L'aide apportée à l'industrie automobile prend exclusivement, ajoute le président de la République, la forme de prêts remboursables aux conditions normales du Fonds de développement économique et social et ne compte donc aucune dépense définitive à la charge des contribuables. Fin de citation. Voyons maintenant les détails de cette restructuration. C'est la réorganisation totale de l'industrie automobile française qui emploie actuellement, directement ou indirectement, plus de 2 millions de personnes qui se trouvent ainsi engagées. 2 regroupements, Peugeot-Citroën pour les voitures particulières, Berlier-Saviem pour les poids lourds, sont en effet possibles grâce à l'aide financière sans précédent que le gouvernement a décidé d'accorder à ces 2 nouveaux groupes. Pour le mariage forcé, Peugeot-Citroën, 1 milliard de francs. Il s'agit là d'aider Michelin, principal actionnaire de Citroën, à éponger le déficit de la firme du Quai de Javel, un déficit évalué actuellement à 1,5 milliard de francs. L'aide de l'État est accordée sous forme d'un prêt du FDES, le Fonds de développement économique et social, au taux de 9,75%. Les 2 chiffres d'affaires réunis Peugeot-Citroën, plus de 16 milliards de francs, et les 2 productions réunies, près d'1,5 million de véhicules par an. Cependant, ce regroupement Peugeot-Citroën ne ressemblera pas à une fusion, du moins dans l'immédiat. Chaque société conservera en effet sa personnalité, chacune gardera ainsi son image de marque et son réseau commercial. Mais après plusieurs tentatives sans résultat dans le passé, le mariage Peugeot-Citroën permettra la construction d'un nouveau groupe de taille européenne comme Renault. Autre regroupement, Saviem-Berlier. Il s'agit là du rachat par la régie Renault de la part de Michelin dans le capital de Berlier, une part qui s'élève à plus de 97%. L'État a décidé de prêter à Renault 450 millions de francs. Pourquoi cette restructuration sans précédent de l'industrie automobile française? Eh bien, depuis la crise de l'énergie, les conditions de vente et de concurrence entre les firmes ont été totalement bouleversées. L'augmentation du prix des carburants, le crédit rare et cher, le ralentissement de l'activité économique ont en effet provoqué une chute considérable des ventes, moins 30% en novembre, une chute qui atteint aussi bien les véhicules particuliers que les poids lourds. De plus, certaines entreprises comme Citroën ont été plus particulièrement touchées par la baisse des ventes en raison de leur structure financière propre. La conséquence la plus prévisible et la plus dramatique aussi était alors le licenciement. Aussi, pour donner un nouvel élan à ce secteur essentiel de l'économie française et pour assurer l'emploi à des milliers d'employés, le gouvernement a décidé de venir en aide à l'industrie automobile. Du côté des syndicats, pour l'instant, pas de réaction. On sait cependant que la CGT et le Parti communiste n'étaient pas opposés au regroupement Saviem-Berlier. En revanche, ils se sont opposés à celui de Citroën, Peugeot. Ils préféraient en effet la nationalisation pure et simple de la firme du Quai de Javel.
Grande satisfaction après le voyage de M. Chirac en Irak. Les entretiens politiques ont permis un net rapprochement entre les deux pays, tandis qu'au niveau économique, d'importants marchés ont été conclus. Ils portent sur un total de près de 30 milliards de francs, des francs actuels bien entendu. Joseph Pauly a suivi M. Chirac en Orient. Que ramène Jacques Chirac de Bagdad? Un développement considérable de nos relations économiques avec ce pays. Nous devenons le premier fournisseur de l'Irak. Jacques Chirac fait lui-même le bilan dans les jardins du palais Dar el-Salam. Nous avons, au cours de ces entretiens, examiné toute une série de très grands problèmes, de très gros contrats, et nous avons effectivement procédé à leur signature, notamment, je le signale, aux spécialistes que vous êtes, l'adoption par l'Irak et le contrat signé par l'Irak pour l'adoption du procédé de télévision en couleur SECAM. Ces contrats sont naturellement d'ordre économique et financier, permettront à l'Irak de bénéficier de la technologie française et aux entreprises françaises de bénéficier de très importants marchés. Ils sont évidemment le résultat de la politique conduite par la France et de la confiance que le gouvernement irakien a dans l'avenir des relations privilégiées qu'il a voulu établir avec la France et dont nous nous réjouissons. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur les projets en matière agricole? Eh bien, il y a d'une part des projets en matière agricole qui concernent à la fois la construction de barrages, de très importants programmes de drainage, d'irrigation, mais aussi de réalisation de développement agricole, et notamment dans le domaine des cultures et de l'élevage. Mais il y a également de très importants programmes industriels qui vont depuis la réalisation d'une usine d'aluminium par le groupe Péchinet à la réalisation d'un très important centre pétrochimique par des groupes français dont le principal est Creusot-Loire et qui vont implanter ici des infrastructures industrielles considérables. Et puis il y a aussi des projets très importants qui ont été arrêtés concernant la construction, la coopération dans le domaine de l'informatique, de l'électronique, de l'énergie et toute une série d'autres projets de nature industrielle qui font des relations franco-irakiennes des relations extrêmement importantes pour les deux parties. Succès politique ensuite. Jacques Chirac et son homologue irakien, Saddam Hussein, l'homme fort de Bagdad, ont la même vision des relations futures entre l'Europe et les pays arabes. Même conception de l'indépendance nationale, comprenez à l'égard de l'URSS et des USA, mais volonté commune d'ouvrir en permanence un dialogue euro-arabe. Une difficulté toutefois, les Irakiens, comme les autres pays arabes, rejettent l'idée d'une agence internationale pour l'énergie, agence organisée par les pays consommateurs de pétrole. Succès populaire, il a étonné les observateurs. La population irakienne à Samara et à Bagdad est sortie spontanément de sa réserve. Indiscutablement, la politique arabe de la France est appréciée au niveau. Eh bien, vous l'avez certainement entendu, il y avait un léger problème de synchronisme entre l'image et les paroles, notamment pendant l'interview de M. Chirac, le Premier ministre. Vous voudrez bien nous en excuser. L'Irak va donc utiliser les revenus du pétrole pour son propre développement. Pour de nombreux pays du Proche-Orient, l'afflux de pétrodollars, après le quadruplement du prix de l'or noir, pose des problèmes. Les pays les moins peuplés ne peuvent pas investir chez eux. Ils le font donc à l'étranger. Ainsi, le Koweït vient d'acquérir, pour un prix sans doute voisin de 2 milliards de francs, 15% des actions d'une des marques d'automobiles allemandes les plus réputées, Mercedes-Benz. Mercedes n'est pas une fabrique de confiture et nous aurions au moins pu être informés de cette transaction. C'est ainsi qu'a réagi le gouvernement allemand en apprenant l'achat par le Koweït de quelques 15% des actions de la firme allemande Mercedes-Benz. Le fait que le gouvernement de Bonn soit un important client de la firme de Stuttgart n'est pas là pour tranquilliser le monde politique allemand. Ouvertement, des hommes politiques de tous bords demandent qu'à l'avenir, les transactions boursières soient plus ou moins contrôlées par l'État. Un comble dans une économie allemande qui avait fait de la libre entreprise la clé de voûte d'un certain miracle économique.
Pour quelques rares Allemands qui gardent la tête froide dans la circonstance, cette opération reste cependant, après l'achat de 25% des actions de Krupp AG par le Shah d'Iran, un nouvel exemple du fameux recyclage des dollars détenus par les Arabes, et cela dans les circuits économiques occidentaux et européens. À grand-peine, cependant, les Allemands essaient de se convaincre que c'est là une façon de rendre les nouveaux riches, les Arabes, plus ou moins solidaires de l'économie occidentale et européenne en particulier. Et ces Arabes, pense-t-on, devraient être à l'avenir moins tentés de faire capoter cette économie occidentale en jouant, par exemple, avec les prix du pétrole. Après cette parenthèse sur les revenus pétroliers et leur utilisation, revenons au voyage de M. Chirac. Le Premier ministre s'est arrêté à Athènes à son retour du Proche-Orient. Le chef du gouvernement grec, avec qui il s'est entretenu, M. Karamanlis, a invité M. Giscard d'Estaing à se rendre en visite officielle en Grèce. Quelques mots pour la télévision française. Je suis très heureux d'avoir rencontré le Premier ministre de la France. Parce que j'ai le meilleur souvenir de mon séjour en France. Et vous, monsieur le Premier ministre, pour la télévision grecque? Écoutez, je suis passé pour saluer le président Karamanlis et lui apporter le message d'estime et d'amitié que le président de la République française voulait lui faire parvenir. Vous savez que nous avons l'ambition de renforcer encore les liens traditionnels entre la Grèce et la France, et j'espère que dans l'avenir, ces liens seront de plus en plus forts. Nous avons donc examiné avec le président Karamanlis les principaux problèmes, et je repars avec beaucoup de satisfaction d'avoir eu le très grand honneur de le rencontrer. J'ajoute que le président Karamanlis fait l'honneur à M. Giscard d'Estaing de l'inviter en voyage officiel en Grèce, et j'ai dit à M. Karamanlis que c'est avec beaucoup de plaisir. Bis repetita, hélas, vous voudrez bien excuser à nouveau le désynchronisme dans les déclarations de M. Chirac. Le Premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, qui sera pendant 3 jours l'hôte du gouvernement français, arrivera tout à l'heure à 14h à l'aéroport d'Orly, où il sera accueilli par M. Chirac. M. Bourassa prendra place demain dans la salle du Conseil des ministres, au terme des délibérations, et sera ensuite l'hôte à déjeuner de M. Giscard d'Estaing. La préparation du prochain sommet européen s'accélère pendant ce temps. M. Giscard d'Estaing reçoit cet après-midi, après M. Bourassa, le chef du gouvernement belge, M. Tindemans, et ce soir Harold Wilson, qui viendra dîner à l'Élysée. Des divergences subsistent entre les 9. Les ministres des Affaires étrangères, réunis hier à Bruxelles, ont fait le point de ces désaccords. Il appartiendra aux chefs d'État ou de gouvernement de les examiner les 9 et 10 décembre à Paris. Le prochain sommet européen se tiendra donc la semaine prochaine à Paris, comme prévu. Cette confirmation prend un sens nouveau si l'on ajoute que les 9 sont maintenant convaincus de l'urgence d'une telle rencontre. Ce qu'il faut, c'est que ce sommet soit couronné de succès. Comme l'a affirmé hier le chancelier Helmut Schmidt, n'attendons rien de spectaculaire, pas de grandes résolutions pompeuses, mais des décisions efficaces. Laissons pour le moment les problèmes institutionnels de côté et faisons l'Europe de la nécessité. Dans cet esprit, les ministres des Affaires étrangères continuent la préparation des dossiers prioritaires, ce que l'on appelle ici les problèmes de substance. La priorité est donnée à la lutte contre l'inflation. La République fédérale est d'accord pour soutenir financièrement ses partenaires en difficulté, à la condition toutefois que ceux-ci s'engagent dans une politique commune de stabilité économique. Le texte élaboré par les 9 va dans ce sens. Ceci prouve qu'un progrès a été réalisé. Deuxième dossier prioritaire, l'énergie. C'est dans ce domaine que les positions demeurent les plus éloignées. Les partenaires de la France entendent toujours donner la priorité à la concertation entre pays consommateurs, tandis que la France essaie de promouvoir une politique européenne de l'énergie. Troisième dossier, la politique régionale. Certains pays attendent une décision. Parallèlement, les 9 doivent élaborer une politique sociale capable de prévoir les conséquences des bouleversements économiques qui pourraient se produire. Dernier point que les ministres étudient en ce moment même, la demande britannique de renégocier sa participation financière. Il semblerait que le gouvernement de M. Wilson pourrait rechercher un compromis. La situation économique de la communauté exige des 9 qu'ils serrent les rangs, qu'ils se mettent d'accord sur leurs avant-pensées. Le gouvernement espagnol a présenté un projet de loi qui viserait à autoriser une activité politique limitée à l'intérieur du parti unique.
celle-ci serait soumise au contrôle du Conseil national qui pourrait à tout moment la suspendre ou la dissoudre. Ce projet bien timide a été présenté hier soir par le président Alias Navarro qui a demandé aux Espagnols de faire preuve de compréhension pour contribuer à la naissance d'un rêve. Éthiopie. À la suite des attentats d'hier qui ont fait 13 blessés et de nombreux dégâts à Addis Abeba, le Conseil militaire éthiopien va prendre de sévères mesures contre les partisans de l'ancien régime, accusés de vouloir plonger le pays dans le chaos. Une seconde vague de répression est à craindre après les récentes arrestations de personnalités et les exécutions du week-end dernier. Israël. Après la déclaration faite dimanche par le président israélien devant un groupe de journalistes scientifiques, selon laquelle Israël posséderait un potentiel nucléaire, les autorités viennent de publier une série de mises au point. Israël possède les savants et la technologie nécessaire à la construction d'une bombe atomique qu'elle ne possède pas encore, dit-on à Jérusalem. La situation à l'ERTF. À l'ERTF, la diffusion du programme minimum a pris fin aujourd'hui. L'intersyndicale des personnels a en effet décidé d'interrompre la grève générale, mais de poursuivre l'action par secteur et par profession. Par contre, les journalistes poursuivent leur mouvement de grève jusqu'à demain soir et décideront alors de la suite à donner à leur action. Ce journal télévisé est donc aujourd'hui encore uniquement consacré à l'actualité du jour pour respecter le droit à l'information des téléspectateurs. La commission de répartition des journalistes s'est réunie ce matin. Pour la première fois, l'ensemble des délégués syndicaux assistaient à cette réunion, tout en précisant cependant, et je cite leur déclaration, qu'ils comptaient apporter ainsi les preuves de la manière scandaleuse dont la répartition des journalistes était faite et obtenir des précisions de la part des employeurs actuels et futurs. Peu après les débuts des travaux de ce matin, les délégués syndicaux ont quitté la séance devant, ont-ils déclaré, le refus de la commission d'examiner en tant que tel les cas particuliers de certains agents posant des problèmes sociaux, ainsi que les dossiers d'un certain nombre d'élus du personnel. À la suite de cet incident, le président de la commission, M. Güllner, a déclaré à la presse qu'en droit, l'ORTF étant supprimé, aucun agent ne pouvait se prévaloir de sa qualité de délégué du personnel pour préserver son emploi. En fait, a souligné le président de la commission, la majorité des élus du personnel a été reclassée dans les nouvelles sociétés. C'est ainsi que sur les 93 délégués du syndicat national des journalistes, 70 ont déjà été répartis dans les rédactions des nouveaux organismes. La commission poursuit ses délibérations et fera connaître ses conclusions dans la soirée. Rappelons qu'hier, la délégation parlementaire pour la radiodiffusion et la télévision française avait entendu les responsables de l'ORTF, des nouvelles sociétés et de la commission de répartition du personnel, ainsi que des représentants des syndicats. La délégation parlementaire avait à l'issue de cette audition rendu hommage, et là je cite sa déclaration, à la probité dont faisaient preuve M. Güllner et Perrier, président et vice-président de la commission de répartition des personnels, dans la mise en œuvre des dispositions arrêtées par le gouvernement en application de la loi, et constaté que les deux magistrats s'acquittaient de leur rôle avec conscience. Fin de citation. Il faut bien le reconnaître, les automobilistes n'ont pas la vie facile. Nous n'aimons pas payer la vignette, mais c'est déjà un moindre mal quand on peut acquitter cet impôt au bureau de tabac. Or voilà que la Confédération des débits de tabac a demandé à ses 47 800 adhérents de ne plus vendre de vignettes, alors que le gouvernement a décidé, vous le savez, d'accorder une semaine supplémentaire de délai. On peut souhaiter que tous les buralistes ne suivront pas ce conseil qui obligerait les automobilistes à perdre le temps précieux qu'ils passent dans les embouteillages à la recherche de bureaux mystérieux appelés recettes perception. En tout cas, nous laissons quand même la parole au président de la puissante Confédération des débits de tabac pour qu'il explique les motifs de cette décision vraiment impopulaire. Le ministre a oublié simplement de consulter les représentants de la profession et que tous les représentants de la profession ont une notification d'avoir assuré la vente de la vignette du 1er novembre au 2 décembre et cette disposition est assortie de sanctions disciplinaires si on vend la vignette après, que par conséquent, n'ayant pas reçu officiellement une notification d'avoir à prolonger la vente de la vignette, nous n'avions pas à obtempérer simplement sur les informations de la radio ou de la presse. Au surplus, il a été entendu que la vignette ne pouvait pas être vendue dans les débits de tabac au mois de décembre. Ça a été convenu avec le ministre Ramadier quand il a créé la vignette. Parce que le mois de décembre, les débits de tabac vendent des articles de cadeaux, tabac et articles de fumeurs. Et vous n'avez pas l'impression de gêner les gens qui vont acheter leurs vignettes? Non, parce que vous savez, tous les ans c'est pareil à la même époque. Et ils attendent toujours le dernier jour. On leur donne les 8 jours de plus. Ça serait encore pareil, vous savez. Un raisonnement curieux.
Un engin américain a frôlé hier Jupiter. Il s'agit d'une sonde automatique Pioneer 2, Pionnier 2 si vous préférez, qui n'est passée qu'à 42 400 km de Jupiter. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'un objet construit par l'homme approche d'aussi près la planète géante. Voici pour tout renseignement complémentaire, Michel Chevalet. Il est sur Jupiter, le temps d'arriver. Voici, Pionnier 11 est le frère jumeau de Pionnier 10, et un an après, il réédite le même exploit en survolant Jupiter, la planète géante du système solaire, mais cette fois-ci à seulement 43 000 km d'altitude, soit 3 fois plus près que Pionnier 10. Et les images que vous voyez en ce moment sont les premières prises par l'engin dès samedi. Mais ce qui est stupéfiant, c'est leur netteté, quand on imagine que la sonde vient de parcourir 1 milliard de kilomètres, 2500 fois la distance Terre-Lune. Pourtant, les techniciens américains ont eu très peur à proximité de Jupiter. La radioactivité est en effet 40 000 fois plus forte que dans les ceintures de radiation qui entourent la Terre. Et une décharge électrique de 4000 volts s'est produite dans l'électronique. Sous son épaisse couche de nuages, Jupiter pourtant garde jalousement ses secrets. Et il est en effet impossible de découvrir si la planète géante possède une surface solide. Monde étrange, à vrai dire, que cette gigantesque boule de gaz dont la surface est une mer d'hydrogène liquide sur laquelle flottent des icebergs de méthane solidifiés. Actuellement, Pionnier 11 contourne Jupiter et de fait est devenu muet. Mais la gravitation de la planète déforme la trajectoire et l'engin va se trouver en quelque sorte catapulté, projeté dans le système solaire, en direction d'une autre géante, Saturne, auréolée de ses anneaux. Mais cela, c'est une autre affaire. Le rendez-vous est pour 1979. Tout va bien à bord de Soyouz 16. L'équipage a fait savoir qu'il s'est pleinement familiarisé avec les conditions d'apesanteur et que le moral des deux cosmonautes est bon. Ce vol d'entraînement, préalable à la rencontre américano-soviétique dans l'espace de juillet prochain, se déroule d'après l'agence TASS dans les meilleures conditions. Marée noire, la situation s'améliore en Normandie. Sur place, 120 hommes de troupes poursuivent le nettoyage des deux plages encore polluées. Le sous-préfet du Havre, le responsable du plan Polmar, estime que les travaux de nettoiement pourraient être terminés dans un délai relativement court. À la Bourse de Paris, la société Denain Nord-Est a lancé hier une offre publique d'échange sur les titres de la société Marine Firminy. Elle propose aux actionnaires de Marine Firminy d'échanger leurs titres contre des actions Usinor plus une soulte. Cette offensive du groupe Denain Nord-Est Usinor est destinée à faire pression sans doute sur le baron Ampin qui détient une part importante de Marine Firminy. Jusqu'ici, en effet, Usinor et le baron Ampin étaient en négociation pour le contrôle de la société Creusot-Loire, dans laquelle Marine Firminy détient indirectement le contrôle. Si l'opération lancée par Usinor réussit, le groupe sidérurgique se trouvera dans une position renforcée pour obtenir du baron Ampin qu'il accepte une association de la direction de Creusot-Loire, le principal groupe français pour la construction des centrales nucléaires. Les spécialistes auront compris. Je termine ce journal en vous présentant deux nouveaux hebdomadaires de télévision. Téléjournal, le voici. C'est Téléjournal, 1,80 franc avec une très belle couverture en couleur, et Jacqueline Alexandre. Et TV Hebdo, le voici aussi, à 1,50 franc. Alors TV Hebdo 40 pages contre 60 pages à Téléjournal, 1,50 franc et 1,80 franc. Bienvenue à ces deux nouveaux confrères. Merci de votre attention, ce journal est terminé. Prochaines informations, à 19h45. Au revoir.